Bonjour à toutes et à tous. Donc, s'il vous plaît, on va continuer le chapitre 4. Donc, juste un petit rappel de ce qu'on a dit la dernière fois. Donc, rapidement. Donc, ici, vous avez le schéma de la classification qu'on a suivi depuis le début du cours sur les glucides. Vous vous rappelez qu'on a dit que les glucides se divisent en deux grandes catégories, les oses et les osides. Donc, les oses, ce sont ce qu'on appelle les glucides simples ou non hydrolysables. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, ce sont les monomères. Et donc, les oses se divisent à leur tour en aldoses et cétoses. Bien sûr, sur ce schéma, on n'a pas représenté ce qu'on a appelé les dérividoses, d'accord ? Mais qui sont très importants. On l'a vu avec l'exemple de ce qu'on appelle les groupes sanguins ABO. Donc, s'il vous plaît, la semaine dernière, ou plutôt la séance précédente, on a parlé des osides. Donc, les osides, ce sont les glucides hydrolysables. Qu'est-ce que ça veut dire hydrolysable? C'est-à-dire, si vous placez dans un milieu légèrement acide et en présence d'eau, vous allez avoir séparation des osides en oses. Vous allez obtenir des oses. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on les appelle glucides hydrolysables. Les glucides hydrolysables osides se divisent à leur tour en deux catégories, les holosides et les hétérosides. Donc, tout ceci a été bien détaillé. Donc, ça veut dire quoi, les holosides? Dans le holoside, vous avez le terme holo, ça veut dire homogène. Et donc, c'est-à-dire, on a seulement condensation de doses. Il n'y a que des sucres. Bien sûr, dépendamment du nombre de sucres, on va distinguer, on va voir ce qu'on appelle les oligosides, si on a 2 à 10 oses. Si on a un nombre d'oses supérieur à 10, dans ce cas-là, on peut parler de polyosides. D'accord? Donc ça a été déjà dit. Donc, on a, concernant les hétérosides, donc le mot hétéroside, il y a hétérogène. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une partie glucidique et une partie non glucidique qu'on appelle aglycone. Donc tout ceci, on va le voir bien sûr en détail avec des exemples. Je reviens sur les holosides. Donc les holosides, on a vu la dernière fois le cas des déholosides et surtout on a vu comment l'ose 1 est lié avec l'ose 2, donc c'est l'exemple le plus simple, étant donné qu'on n'a que 2 sucres. Donc on a vu que l'ose 1 est obligatoirement impliquée par son OH héméacétalique, alors que l'ose 2 peut être impliquée par son OH alcoolique ou bien par son OH héméacétalique. Donc s'il vous plaît, il faut bien faire la distinction entre les alcools alcooliques et l'alcool héméacétalique. On a vu qu'on pouvait classer les osides en sucre non réducteur, comme le cas ici du saccharose. Le saccharose, c'est le sucre de table. Donc, vous voyez que le glucose, voilà son OH héméacétalique. Il est porté par le carbone numéro 1, c'est le carbone anomère, étant donné que c'est un aldose. L'ose 2, ici, c'est le fructose. Donc, c'est un cétose. Son OH héméacétalique est porté par le carbone numéro 2. Les deux OH héméacétaliques sont impliqués dans la liaison, donc c'est un oside non réducteur, d'accord? Généralement, on utilise par exemple la liqueur de Fehling. S'il y a une réaction positive, ça veut dire qu'il est réducteur. Dans ce cas que nous avons devant nous, c'est-à-dire dans le cas de saccharose, on aura une réaction négative, et donc c'est un oside non réducteur car il n'y a pas de OH héméacétalique de libre. Donc, c'est un exemple qu'on a déjà vu. L'autre exemple qu'on a vu, c'est celui-là. Donc, c'est le cas du lactose. Donc, le lactose, on le trouve dans le lait. Et donc, il est formé de galactose et de glucose. Donc, ici, on a le lactose forme bêta parce que le OH héméacétalique de l'ose 2 est libre. Et donc, il est du même côté que le CH2OH. Donc, c'est la forme bêta. D'accord? Donc, ici, c'est un oside réducteur. Pourquoi? Parce que l'ose 2 a son OH héméacétalique de libre. Et donc, si on utilise la liqueur de Fehling, on aura une réaction positive. Donc, tout ceci a été dit. Ensuite, on a parlé comment on détermine la structure des osides. Donc, il y a différentes étapes.
Premièrement, il faut connaître la composition, c'est-à-dire quel type dose on a en présence. Comme ici, on va déterminer qu'on a le galactose et le glucose. Mais bon, une fois qu'on connaît ça, qu'on a déterminé la composition, il faut déterminer comment ils sont liés. Et donc, la détermination de la structure proprement dite, il y a 3 étapes. D'abord, déterminer l'ose 1, parce que l'ose 1 est nécessairement impliqué par son OH iméacétalique. Donc, si on avait un oside qui est non réducteur, donc l'ose 2 serait également impliqué par son OH iméacétalique. Donc là, c'est simple. Si on a un oside réducteur, comme dans le cas du lactose, donc l'ose 1, bien sûr, est impliqué par son OH iméacétalique. Mais l'ose 2 est impliqué par l'un des alcools. Donc, il faut déterminer lequel des 4 alcools est impliqué. Donc, une fois qu'on a déterminé, par exemple, ici que c'est le OH alcoolique numéro 4 de l'ose 2, il reste à déterminer la nature de la liaison osidique. Est-ce que c'est alpha ou bêta? Et donc là, on utilise ce qu'on appelle des osidases ou glycosidases. Donc, tout ceci, s'il vous plaît, a été dit. Et donc, je vais déposer l'enregistrement sur la plateforme Moodle. Maintenant, on va passer, s'il vous plaît. Donc ça, c'était les oligosides. Donc là, on va passer aux poléosides. Et donc ça, c'est la thématique d'aujourd'hui. Et donc, les poléosides. Donc les poléosides, en principe, on a un nombre d'oses supérieur. Il n'y a que des oses, mais le nombre d'oses est supérieur à 10. Donc, on va voir ici, on ne va pas voir tous les poléosides. On les appelle également polyholosides, mais on va voir plutôt les 3 cas que vous avez devant vous ici, donc l'amidon, le glycogène et la cellulose. Donc probablement c'est des choses que vous avez déjà vues, je crois, en secondaire, d'accord? Donc ici, comme je viens de dire, on ne va pas traiter tous les poléosides. Donc là, on va voir une catégorie de poléosides qu'on appelle les glucosanes. Alors, toutes ces molécules, on les appelle des glucosanes. Pourquoi on les appelle des glucosanes? Donc, c'est GLU, d'accord? Donc, glucosane, non pas glycosane. Donc, parce que tous ces sucres, ils sont constitués de glucose uniquement, d'accord? Donc, on peut le voir ici, s'il vous plaît. Vous avez glucose lié avec un autre glucose, etc., etc. Et ce sont de longues chaînes. Que ce soit ici, ou bien là, ici, il n'y a que de glucose. Ou bien ici, d'accord? Il n'y a que de glucose, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des glucosanes. Donc, s'il vous plaît, d'abord, on va essayer de voir, je dirais, ce schéma, parce que là, c'est un schéma, et donc, de voir la structure avant de rentrer dans la composition. On a dit qu'ils sont formés que par de glucose. Donc, ce sont des polymères de glucose. C'est pour ça qu'on les appelle des glucosanes. Donc, on va voir de manière, je dirais, grossière, quand on voit les structures comme ça, qu'est-ce qu'on voit? Donc là, on a, en fait, l'amidon. En fait, si vous avez remarqué, il y a un S, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'amidon. Donc là, il y en a, on peut voir qu'il y a 2 types d'amidon. Il y a un amidon qu'on appelle amylose, puis il y a un autre type d'amidon qu'on appelle amylopectine. Si on regarde la structure, ici, on a une structure linéaire. D'accord? Une structure linéaire. Anose, à côté d'anose, etc., etc. D'accord? C'est ce qu'on appelle une structure linéaire. C'est l'amylose. Donc, c'est l'amidon linéaire. La deuxième structure de l'amidon qu'on rencontre, c'est l'amylopectine. Et donc, là, s'il vous plaît, on a une structure branchée, ramifiée. Vous avez des branchements. Vous avez un axe ici qui est linéaire, mais vous avez des branchements. D'accord? C'est l'amidon branché. Donc, l'amidon, on a 2 types. L'amidon linéaire, qu'on appelle amylose, et l'amidon branché, qu'on appelle l'amylopectine. Donc, ça, c'est l'amidon, où est-ce qu'on le rencontre? C'est une forme de réserve des glucides chez les végétaux. Donc, chez les végétaux, les pommes de terre, etc., etc. D'accord? Chez les végétaux. Le glycogène, c'est une forme de réserve de glucose chez les animaux, comme chez l'homme. D'accord?
D'accord? Donc, la structure de glycogène, il ressemble à celle de la mélopectine. Ça veut dire qu'il est branché. C'est une structure branchée. Mais on peut dire que le nombre de branchements est supérieur dans le cas du glycogène. D'accord? On a la même structure que la mélopectine, mais le nombre de branchements est plus élevé. Donc, regardez, vous avez un axe ici, par exemple, qui est linéaire, et après, on a des branchements sur cet axe-là. D'accord? C'est une structure ramifiée. La cellulose, d'accord, qu'on rencontre, par exemple, on rencontre chez les végétaux, donc c'est le bois, d'accord, c'est la paroi des arbres, etc. Donc c'est le bois, d'accord. Donc là aussi, c'est formé que par de glucose, d'accord. Il n'y a que de glucose. La structure de cellulose ressemble à celle de l'amylose, qui est une structure linéaire, d'accord. La cellulose présente une structure linéaire. Mais il y a des différences qu'on verra tout à l'heure. Donc je répète s'il vous plaît, les exemples qu'on va traiter dans le cas ici de polyosides, c'est l'exemple des glucosanes. Ça veut dire que ce sont des polymères de glucose. Il n'y a que de glucose. Donc on a l'amidon, on a deux types. Amylose, l'amidon linéaire, amylopectine, l'amidon branché, le glycogène, qui est une structure branchée, et la cellulose. Donc ça, on a vu de manière, je dirais, entre guillemets, de loin. Si on rentre dans les détails, donc les sucres que vous avez ici, si on regarde comment ils sont liés. Donc là, on a la structure de l'amidon. On a la structure des amidons plutôt. Donc si on regarde la structure de l'amidon linéaire, ou amylose, donc vous avez un glucose lié avec un glucose, etc. Donc on a une structure, ce qu'on vient de voir, une structure linéaire. Hein, il n'y a pas de branchement. Et donc, s'il vous plaît, ici, on va vérifier un certain nombre de choses qu'on a déjà dites. D'accord? Donc ici, vous avez le glucose numéro 1, par exemple. C'est le numéro 1 par rapport à celui-là. Il y en a d'autres. Il y a d'autres sucres ici. Il y a d'autres sucres avant ici. Donc, vous voyez ici, ça continue à droite et ça continue à gauche. Mais par rapport à celui-là, c'est l'ose 1. Celui-là est l'ose 1 pour l'ose 2, etc. Donc, l'ose 1, ici, est impliqué par son OH héméacétalique. L'ose 2 est impliqué par un OH alcoolique. Plus exactement, le OH numéro 4. Parce que vous avez les numéros 1 ici, 2, 3, ici, le OH alcoolique numéro 4. D'accord? Donc, par rapport à l'ose ici, celui-là est impliqué par son OH héméacétalique. D'accord? Donc, c'est l'ose 1 par rapport au celui-là. Donc, ce qui est très important aussi, c'est de noter, c'est le type de liaison. Est-ce que j'ai une liaison de type alpha ou bien bêta? Parce que ça, c'est très important. On verra tout à l'heure pourquoi. Donc là, voilà le OH héméacétalique. Il est de côté opposé par rapport à CH2OH porté par le carbone numéro 5. Donc, on a la forme alpha. Donc, position trans, donc forme alpha. Là aussi, forme alpha, etc. Donc, l'amidon linéaire, c'est une structure linéaire. Le type de liaison, c'est alpha 1, 4. Alpha 1, 4. Donc ça, pour l'amidon linéaire. Pour l'amidon branché, la même chose. On n'a que des glucoses. On vient de dire, on a dit, on l'a répété, ce sont des glucosanes. Là, on a, bien sûr, dans cette partie ici, vous avez une structure linéaire. Glucose lié avec un glucose, lié avec un glucose, etc. Ça continue à droite, ça continue à gauche. Ça ressemble à l'amidon linéaire. Mais attention, ici, on a de temps en temps des branchements. Donc ça, c'est une ramification ou bien un branchement. Là aussi, on a des liaisons de type 1,4. Mais là où on a les branchements, c'est une liaison de type 1, 6. Ça, c'est le carbone 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc, on va avoir des branchements 1, 6. D'accord? Donc ça, c'est une structure branchée. Dans le cas, s'il vous plaît, de glycogène, on retrouve la structure de l'isoamylose. C'est-à-dire, on a une structure ramifiée, on n'a que des glucoses, donc c'est un glucosane, donc on l'a dit, c'est la forme de réserve des sucres chez les animaux. Donc vous voyez qu'on a
une structure linéaire ici, et de temps en temps, on a des branchements. La structure linéaire, on a des liaisons de type alpha 1, 4, alpha 1, 4, etc. Donc ça continue à droite et à gauche. Et de temps en temps, vous voyez ici le 1, ça veut dire qu'on a plusieurs sucres. Hein? D'accord? Donc de temps en temps, on a des branchements comme ici. D'accord? Donc liaison alpha 1, 6, alpha 1, 6, alpha 1, 6. Donc ça se répète. Donc ça, s'il vous plaît, pour les glycogènes, ça ressemble à la structure de l'isoamylose. Maintenant, on va passer au dernier exemple. C'est le cas de la cellulose. Donc c'est ce qu'on rencontre. C'est la structure du bois, c'est la structure de la paille, etc., etc. Donc la paroi des végétaux. D'accord? Donc ici, là également, on n'a que de glucose. On n'a que de glucose. C'est la même chose que l'amidon ou le glycogène. D'accord? De point de vue type dose, c'est la même chose. Ici, vous avez de glucose, là, vous avez de glucose, là, vous avez que de glucose uniquement. D'accord? Par contre, il y a une différence majeure. C'est le type de liaison. Là, voilà l'OH acétalique, voilà l'OH alcoolique numéro 4 de l'ose 2. Donc l'ose 1 par rapport à celui-là, donc il est impliqué par son OH acétalique. L'ose 2 est impliqué par son OH alcoolique numéro 4. Ici, par contre, on a le OH acétalique, il est du même côté que le CH2OH. Donc on a la forme bêta. Donc on a une liaison de type bêta 1,4. Et c'est ça la différence majeure entre la cellulose et ce que vous avez ici, l'amidon. Donc dans l'amidon, on a une liaison de type alpha 1,4, alors que dans la cellulose, vous avez une liaison de type bêta 1,4. S'il vous plaît, ça c'est très important. Quand vous allez faire de la biochimie métabolique, c'est quelque chose qui est très important. Est-ce que nous, on peut consommer de la paille? Mais non. Les ruminants, les moutons, les vaches, etc., ils peuvent. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont des bêta-amylases. Donc, ils ont des enzymes pour couper cette liaison et libérer de glucose. Nous, on n'a pas cette enzyme, bêta-amylase. On a des alpha-amylases. On peut digérer l'amidon comme l'amylose. Ou bien l'isoamylose. Pourquoi? Parce qu'on a des alpha-amylases. Ou bien de glycogène. On peut le digérer. Pourquoi? Parce qu'on a des enzymes, des alpha-amylases. Mais on n'a pas de bêta-amylase. Donc, on ne peut pas dégrader, on ne peut pas hydrolyser ces sucres de manière enzymatique. Donc ça, s'il vous plaît, c'est vraiment fondamental. D'accord? C'est vraiment fondamental. Donc, vous voyez l'importance de l'anomérie alpha et bêta, bien que ce soit que des sucres, de l'acéride D. Je rappelle que dans la nature, on trouve essentiellement des oses de l'acéride D. Tous les sucres ici, ils sont de l'acéride D. Tous les sucres ici, ce sont des glucoses. Mais il y a une différence majeure entre, d'un côté, l'amidon, le glycogène. Là, on a des liaisons de type alpha, et la cellulose, on a des liaisons de type bêta. Donc ça, s'il vous plaît, pour ce qui est de cette partie des trois glucosanes qu'on avait dit qu'ils feraient l'objet des explications et les exemples modèles pour ce qui est des polyosides. Dans les polyosides, s'il vous plaît, donc, il n'y a pas que, je l'ai dit, il n'y a pas que ces trois types de molécules. Il y en a d'autres. Là, il n'y a que des oses, il n'y a que des glucoses. Mais on peut avoir aussi des polymères d'oses, des polyosides, de dérividoses, On peut avoir des polyosides de dérividoses. Vous vous rappelez très bien, on a dit que les oses, ils ont pour formule brute CnH2nON. Les dérividoses, ce sont des molécules, des oses qu'on va modifier, soit par une acidification, acétylation, etc., etc. Donc, et ça, on l'a vu quand on a parlé des principes oses et dérividoses. Donc, on peut avoir également des polymères de dérividoses. Et ils sont très importants.
c'est juste une question de temps. On ne peut pas traiter tous les oses et tous les osides, les dérivés d'oses, etc. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Donc, vous avez devant vous ici la structure de l'acide hyaluronique. Vous voyez que ici, vous avez un dérivé N-acétylé. D'accord? Ici. D'accord? C'est un ose. Donc, d'accord, un dérivé N-acétylé. Donc, ici, c'est un dérivé acide. Vous avez la fonction acide. Donc, ce ne sont pas des oses, ce sont des dérivés d'oses. Et c'est un polymère. Vous avez le N ici. L'acide hyaluronique est une molécule qui est très importante, notamment concernant le tissu cutané, c'est-à-dire la peau. Donc, si vous faites un peu la recherche là-dessus, vous allez trouver que c'est un produit qui améliore l'hydratation et la fermeté de la peau, qui atténue les rides, lubrifie et protège les cartilages. Il soulage également les douleurs articulaires. Et puis, un autre effet bénéfique, c'est qu'il favorise la cicatrisation et la reconstitution du tissu cutané. Donc, ce sont des produits très importants. L'autre exemple qu'on peut traiter, c'est l'exemple de l'héparine. Donc là, vous avez ici des dérivés d'ose, donc vous avez même du soufre ici, d'accord? Et donc, c'est un polymère, vous avez le N ici, donc ça se répète, hein, d'accord? Et donc, l'héparine, je pense qu'il y en a certains de vous qui connaissent ce que ça veut dire l'héparine. Donc, généralement, c'est un anticoagulant. Donc, l'héparine, c'est un anticoagulant, ça veut dire que ça empêche le sang de coaguler. Et donc, s'il vous plaît, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le laboratoire d'analyse, donc vous avez déjà certainement effectué des prélèvements sanguins. Parfois, on effectue les prélèvements sanguins dans des tubes qui ont un bouchon vert. Donc, la couleur des bouchons des tubes de prélèvement, ça indique le type d'anticoagulant qu'il y a dedans. D'accord? Donc, le bouchon vert, ça veut dire qu'il y a de l'héparine dedans, et donc ça empêche le sang de coaguler. D'accord? Donc, c'est un anticoagulant. Vous voyez l'importance de ce type de molécule. Donc, je répète, on a donné des exemples de polyosides constitués d'oses, notamment de glucose, mais il faut garder en mémoire qu'il y a aussi des polymères de dérivés d'ose. Donc, on a donné l'exemple de l'acide hyaluronique et de l'héparine. Donc, s'il vous plaît, le dernier exemple qu'on va traiter ici, c'est le cas de l'hétéroside. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire un hétéroside? Donc, c'est marqué condensation d'eau, ça veut dire un ou plusieurs, vous avez le S en parenthèse, avec une fraction non glucidique appelée agricole. Et donc, ça, c'est l'exemple, le dernier exemple qu'on va traiter, c'est l'exemple que vous avez ici. Donc, cette molécule, quand vous voyez cette molécule, qu'on appelle l'amygdaloside, c'est une molécule qu'on trouve dans ce qu'on appelle l'amande amère. L'amande amère ou l'awzlmer. D'accord? Donc, s'il vous plaît, c'est une molécule qui est constituée de deux parties. Donc ça, c'est un hétéroside. Vous avez une partie glucidique ici, donc un bêta-D-glucose avec un bêta-D-glucose. Donc vous avez une liaison ici, d'accord? Donc ça, c'est un déoloside. Il y a deux sucres. Et vous avez cette partie ici, c'est le benzaldéhyde, d'accord, avec le cyanure ici. Donc, benzaldéhyde avec le cyanure ici. Donc, cette partie-là, c'est pas un ose, c'est pas un sucre. Donc, on a une partie glucidique et une partie non glucidique. Donc, on est bien devant un hétéroside. Comme les deux parties sont liées par un atome d'oxygène ici, vous voyez que ici, cette partie-là, benzaldéhyde avec le cyanure, est liée avec les deux molécules de glucose par le biais, par l'intermédiaire d'un atome d'oxygène. Il s'agit d'un hétéroside. Il faut savoir, s'il vous plaît, il existe également ce qu'on appelle des hétérosides liés par un atome d'azote. C'est-à-dire, au lieu d'oxygène, vous allez avoir un azote. Et dans ce cas-là, on va parler de N-hétéroside.
il existe également des S-hétérosides. Ça veut dire les deux parties glucidiques et non glucidiques liées par le biais d'un atome de soufre. D'accord? Donc, s'il vous plaît, ça, s'il vous plaît, c'est une molécule typique d'un hétéroside, plus exactement d'un O-hétéroside. Il faut savoir que cette molécule est un petit peu toxique, étant donné que vous avez la possibilité de libération de cyanure à partir de ici de Cn, d'accord? Le cyanure. D'accord? Donc je répète, donc l'hétéroside, vous avez une partie glucidique qu'on voyait ici, d'accord? Les deux glucoses ici, avec une partie non glucidique que vous avez ici, bézaldéhyde et cyanure, et donc liées par l'intermédiaire d'un atome d'oxygène, il s'agit dans ce cas d'un O-hétéroside. Donc s'il vous plaît, voilà, donc on a terminé. Je vais juste, pour ce qui est du cours, donc là, juste un exemple d'application. Donc, c'est un bon exemple à mon sens parce qu'il montre un exemple de l'intérêt d'étudier les glucides d'une manière générale, d'étudier les oses et les dérividoses. D'accord? On n'a pas mis beaucoup l'accent sur les dérividoses, mais il faut savoir que c'est très important. Donc ici, c'est un exemple de ce qu'on appelle les déterminants antigéniques de nature glucidique des groupes sanguins. Ça veut dire que les déterminants antigéniques des groupes sanguins, c'est-à-dire le groupe O, groupe A et groupe B, sont de nature glucidique. Donc vous voyez ici, la différence entre le groupe O, le groupe A et le groupe B, c'est la composition en glucides, en ose, en sucre. Donc vous avez ici le groupe O, d'accord? Donc ici, le groupe A présente ici un galactose N-acétylé qui est différent, qu'on ne trouve pas dans le groupe O. Donc vous voyez l'importance des dérividoses. Donc ça, c'est un dérivé N-acétylé du galactose. Et ici, on retrouve le galactose. Il n'est pas acétylé comme dans le groupe A. Donc vous voyez que ce sont les déterminants antigéniques de groupe sanguin ABO sont de nature glucidique. Donc voilà, s'il vous plaît. Donc on a terminé ce dernier chapitre de glucides. Et donc, on va passer, s'il vous plaît, à l'étape suivante, c'est-à-dire à la discussion. Voilà, je vous remercie.